Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Cette Texama Show, je ne sais plus trop combien. On est un petit peu en plein milieu de la semaine, mais c'est pas grave, n'est jamais trop tard pour un petit Texama Show. On a quelques news intéressantes, surtout au niveau des RX 5700 custom qui sont enfin sortis. Donc on va y regarder un petit peu. J'avais hésité à faire une vidéo dédiée, mais je pense que c'est mieux de le mettre dans un Texama Show. Et aussi, petite demande. On va dire, ça fait partie de la chaîne. C'est pas vraiment une news en particulier ou autre chose. C'est juste que, comme vous devez le savoir, je fais souvent des reviews de cartes graphiques et tout ça. Et j'ai besoin de graphiques pour afficher les données bien souvent. Je ne suis pas le meilleur à Excel. Donc je fais mes graphiques avec Excel. Et je suis loin d'être le meilleur. Donc s'il y a un expert à Excel, surtout quelqu'un qui est Excel à Excel, voilà, ça c'est fait. Surtout en graphique en fait, création de graphiques. Alors il me faut pas des graphiques hyper compliqués, il me faut juste des graphiques à barre, mais il faut juste qu'ils soient bien labellisés et j'y arrive pas, ok, je suis nul à Excel. Donc si vous êtes doué à Excel, que vous voulez juste m'aider un petit peu vite fait à mettre en place ça, ce serait vraiment génial. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail de contact principale qui est sur la chaîne gaming, mais c'est pour ceux qui ne la connaisseraient pas, c'est contact.aureliensama tout collé sans underscore, sans accent, @gmail.com. Donc voilà, merci d'avance à ceux qui proposent de l'aide. Ok, alors première news, c'est au niveau justement des RX 5700. Comme j'ai dit, ici on a enfin les modèles custom qui sont sortis. Ils sont disponibles sur certains sites de vente et tout ça. Donc on peut commencer à faire des configs avec. Et je peux vous dire que les prix sont beaucoup mieux de ce que je m'attendais. C'est une très bonne chose justement. Donc déjà, vous avez les 5700, on va voir sur Top Achat et LDLC. Vous verrez que, bon, LDLC sur certains modèles sont plus chers, clairement. Mais sur certains autres modèles, ils sont à peu près au même prix. Donc il y a des trucs assez étonnants, je trouve, des fois. Mais vous avez comme ça un petit peu les deux gros acteurs du marché, selon moi, au niveau site de vente de matériel informatique. Donc, les premières, c'est les 5700, non XT. Vous les avez maintenant à 324 € d'ailleurs en modèle de base, comme vous pouvez voir. C'est même pas en promotion ni rien, vous avez des jeux offerts aussi. Juste, voilà, sans promotion, il est à 324 €. Donc, c'est-à-dire que si vous attendez même une promotion, vous pourriez certainement, genre un petit code de réduction de choses, vous pourrez l'avoir encore pour moins cher. Alors, on va être honnête, le modèle de base est genre pas le plus silencieux, mais si vous êtes habitué à du bruit, ou que vous avez votre PC plus loin, ou que juste vous aimez bidouiller un petit peu, vous pouvez un petit peu rien que changer la courbe de ventilateur, c'est-à-dire la vitesse du ventilateur, vous pouvez faire déjà réduire un petit peu les nuisances sonores. Et si vous êtes prêt même à faire un petit peu de modification, il y aurait certainement moyen de mettre un... Il y en a qui s'amusent, hein. Des fois ils mettent des waterblocks CPU dessus pour les refroidir, il y a largement moyen. Donc si vous êtes du genre bidouilleur, pour ce prix-là, c'est juste imbattable. Il y a aucune concurrence. Parce que c'est plus puissant qu'une RTX 2060, pratiquement aussi puissant qu'une RTX 2060 Super, sauf qu'on a là, on est 100 € moins cher, pratiquement. Et ben oui, c'est juste imbattable, quoi. 8 Go de RAM en plus, donc vous pourriez faire tourner à peu près n'importe quel jeu en 1440p sans problème. Et ouais, si vous êtes prêt à la bidouiller un petit peu en plus, alors là vous serez vraiment tranquille. Donc ça, c'est ouais, un excellent prix. Toutefois, pour ceux qui seraient plus genre, j'ai envie de mettre la carte dans mon PC jusqu'à qu'elle marche, vous avez les modèles custom justement. Et du coup, le premier, alors il y en a trois, vous avez le modèle Evoque, vous avez aussi le modèle de chez Saphir en Pulse, et le modèle Mech de chez justement MSI aussi, encore une fois. Donc le modèle Evoque, c'est juste une édition spéciale 50 ans d'AMD. Donc vous voyez que c'est couleur un peu gold. Donc ça ne rentrera pas dans tous les boîtiers forcément, d'un point de vue style, on va être très honnête. Mais après, c'est à peu près, si vous regardez le modèle Mech, par exemple, on va regarder la tranche au-dessus, vous voyez qu'il y a deux heat pipes de chaque côté qui partent. Et vous voyez qu'ici, il y a deux heat pipes qui partent aussi. On la voit un petit peu juste légèrement dépassée. Mais en gros, visiblement, c'est le même refroidissement. Genre, les ventilateurs ont l'air très similaires aussi. Si vous regardez vraiment, hein. Hop, on met l'image ici, vous voyez. Il y a les mêmes trucs sur le ventilateur. Je suis sûr et certain, c'est exactement le même refroidissement. C'est juste que l'extérieur, l'esthétique est différente. Alors, si vous aimez ça, tant mieux. C'est très rare de voir des cartes dans ce genre de couleur. Donc, si vous aimez ça, ben, tant mieux. Mais bon, moi, je prendrais plutôt la Mech qui est au même prix, qui est même en stock. Donc, voilà. Et qui a un design qui passera dans beaucoup plus de boîtiers. Vous avez aussi le modèle de chez Saphir. J'ai une grosse préférence pour Saphir parce que c'est, selon moi, l'une des meilleures marques qui fait des cartes AMD. Parce qu'ils ne font que des cartes AMD. Ils le font depuis de très nombreuses années et ils le font très bien. Donc,
ce sera forcément une très bonne carte. Le seul problème, c'est que bah, le design n'est pas... De face, ça va encore, mais la backplate à l'arrière fait assez, genre, coloré, on va dire. Il y a beaucoup de rouge. Donc ouais, c'est... Je croyais que les constructeurs de cartes graphiques commençaient à comprendre, genre MSI commençait à comprendre, ils se disent, ok, on met aucun accent de couleur, et genre c'est les LED ou les RGB du reste du boîtier, ou des fois ils font justement des cartes avec des RGB, c'est ça qui va mettre la couleur. Et c'est justement la chose à faire, c'est vous mettez pas de couleur, comme ça les gens peuvent sortir à n'importe quelle couleur avec des LED ou autre chose. Mais bon, du coup, ça restera quand même une très bonne carte, et si vous avez de toute façon un PC avec des couleurs rouge, noir, gris, bah là elle sera à la maison, hein. Franchement, il y a aucun problème, donc n'hésitez pas. Hein. C'est deux excellentes cartes, certainement, à coup sûr, et je ne vois aucun problème. Du coup, vous avez aussi du coup les 2060 Super qui commencent, à peu près à cette gamme de prix, donc vous allez me dire, bah une 2060 Super est plus puissante, c'est vrai, mais le truc c'est que, je l'ai passé, mais vous avez la 5700 XT, qui est à 399 € aussi, et elle est pratiquement au niveau de puissance d'une 2070 Super. Elle est plus puissante qu'une 2070 en tout cas, et ça c'est juste genre, bah, elle est extrêmement puissante, il n'y a rien d'autre à dire. Encore une fois, c'est plus pour les bidouilleurs ici, ou pour ceux qui s'en fichent du bruit, qui sont prêts à régler un petit peu le ventilateur. C'est pas très compliqué de régler le ventilateur. Je ferai certainement une vidéo dans les temps à venir pour justement vous montrer un petit peu comment régler juste le ventilateur, puis peut-être overclocker un peu certaines cartes graphiques. Vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Donc, la 5700 XT, bien, mais du coup, on a les modèles custom, évidemment. Et donc, les premiers modèles custom sont aux environs de... c'était à peu près, ouais, c'était à peu près le même prix. C'était toujours 449 €. Et d'ailleurs, je n'avais pas montré sur LDLC, mais vous voyez que vous avez le modèle Evoque... non, pas le modèle Evoque. Le modèle Mech de MSI qui est aussi à 399 €. Donc, il y a le même prix ici chez LDLC et Top Achat. C'est juste le modèle Pulse qui est un peu plus cher. Mais par contre, ils n'ont pas trop de stock. Et d'ailleurs, pour les modèles 5700 XT, si vous regardez les modèles custom, évidemment, parce que là, il y a un modèle non custom, vous êtes aussi à peu près plus ou moins au même prix, on a 464 €. Donc, là, on arrive à une situation où c'est à peine plus cher qu'une 2060 Super, surtout que là, c'était les toutes premières 2060 Super. Si vous prenez une 2060 Super qui se respecte un minimum, selon moi, il y a éventuellement le modèle KFA2 qui a l'air pas trop mal en fait, mais si vous prenez par exemple le modèle MSI, 446 €, bah, c'est le prix, c'est le prix de la 5700 XT Pulse de chez Saphir, et vous avez certains modèles, ouais, le modèle Mech qui est juste là à 449 € aussi. Donc là, il y a pas de choix en fait, selon moi. Il faut prendre la 5700 XT. Juste, elle est plus puissante, elle est beaucoup mieux. Les modèles custom sont très bons. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties pour aller les voir et elles sont juste excellentes. Donc ça vaut vraiment la peine de les prendre. Elles sont bien refroidies et tout. Donc ça permet de vraiment exploiter ces cartes. Vous avez aussi du coup les modèles plus haut de gamme. Bon là je suis moins intéressé personnellement parce que plus une carte est plus une carte est vers le milieu de gamme entre guillemets, plus ça ne vaut pas vraiment l'intérêt de prendre les gros modèles haut de gamme. Surtout que les cartes graphiques ont... Genre, les gens ont oublié, mais les cartes graphiques ont vachement évolué. Hein. V'là 10 ans, une carte graphique avec refroidissement custom, c'était genre... Il y avait presque rien dessus, hein, franchement. Hein. Je ferai une vidéo sur le sujet parce que j'ai encore le refroidissement custom stock d'une HD 4890, ça date. Donc c'était une carte qui consommait au moins genre 200 watts, donc c'était une carte aussi puissante qu'une... En tout cas, consommait autant qu'une RX 5700 ou même une RTX 2060 ou 2070. Et vous allez voir le refroidissement qu'ils mettaient dessus à l'époque, et c'était genre, c'était standard, hein, mais c'était loin d'être incroyable. Donc ouais, juste voir la différence ici, mais bon. Du coup là, il y a Asus que je sais pas ce qu'ils ont fait niveau prix Asus. Asus, si vous regardez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais si on regarde... les premiers modèles de 3700, 5700, je vais y arriver, je ne le vois même pas encore. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce que je l'ai manqué? Une 5700, il me semble avoir manqué. Ou pas. Ou pas du tout en fait, non, je ne l'ai pas manqué. RX 5700, je la vois pas. Elle est quand même pas plus chère. Ok, bon, on va voir... Au niveau de chez Top Achat, je suppose que le DLC ne les ont pas encore. Mais vous voyez, ouais,
La Strix, par exemple, de 5700, elle est à 499 €. C'est 100 € plus cher que les modèles custom des autres marques. Alors, évidemment, c'est un modèle plus haut de gamme, avec un meilleur refroidissement, mais 100 € plus cher. Moi, je suis pas sûr si ça vaut vraiment la peine. Gigabyte fait la même chose d'ailleurs. Genre, eux deux, ils étaient en mode, allez, fuck it. On fait n'importe quoi au niveau prix. C'est trop cher, selon moi. Genre, déjà, le problème, c'est que vous pouvez acheter une 5700 XT Custom pour 449 €, qui est plus puissante. Genre, vraiment plus puissante, parce que c'est une meilleure carte graphique de base. Donc, ça devient vite un choix difficile. Et pour les 5700 XT Custom, elle, de chez aussi Asus, et du coup, vous avez aussi Gigabyte, Gigabyte est même pire ici, ils sont à 449 €, la vache. Ouais, c'est au prix du... On est au niveau de prix d'une RTX 2070 Super, qui est plus puissante. Pas énormément plus puissante, pour information, mais quand même plus puissante. Et ouais, ça, moi, je le vois comme ça. Si vous voulez une 5700, prenez le modèle Saphir ou MSI. Ils sont à des excellents prix. Et si vous voulez une 5700 XT, même chose. Et les 2070 Super peuvent avoir un intérêt, mais je trouve que une 5700 XT bien refroidie custom est déjà vraiment pas mal. Et les 2060 Super, par contre, là, il y a une review qui arrive sur une 2060 Super et spoiler alert, bah, c'est des bonnes cartes, mais elles sont juste à un prix elles sont pas au bon prix en fait. C'est juste ça en fait. C'est dommage, c'est vraiment dommage. De toute façon, c'est souvent le cas en informatique. Il y a très peu de mauvais produits, vraiment mauvais produits. Il y a juste des produits souvent à des mauvais prix ou juste à des prix juste pas logiques. Et c'est ça le truc, c'est ça la difficulté. C'est pas dur de faire un bon produit, c'est dur de faire un bon produit pas cher pour les marques. Et ouais. Dans tous les cas, voilà un petit peu mes recommandations là-dessus. Une petite news en rapport, c'est qu'il y avait deux technologies qui étaient sorties avec les 5700, XT et non XT. Il y a aussi d'ailleurs des rumeurs d'une RX 5600 qui pourrait sortir aussi. Ça, ce serait très intéressant parce qu'on serait au niveau de performance, pour information, à mon avis, d'une... Je sais pas où il la mettrait, mais à mon avis, il la mettrait au-dessus d'une 1660 Ti, en toute logique. Ou en tout cas au-dessus d'une 1660 et genre vers les 200 €. Et ce serait genre parfait, franchement. Ça nous ferait une bonne option à ce niveau de prix-là parce qu'il n'y en a aucune pour le moment, à part Nvidia, quoi. Donc ouais. Dans tous les cas, il y avait aussi deux technologies qui ont été annoncées qui étaient vraiment pas mal en fait. Vous avez d'abord Radeon Image Sharpening. En gros, comme l'indique, donc ça c'est une vidéo de Hardware Unbox qui est excellente, je vous la conseille, je vous la mettrai dans la description. C'est en anglais évidemment, vous pouvez toujours regarder avec les sous-titres. Donc le DLSS de Nvidia, si vous vous souvenez pas, c'était la technologie qui permet de de faire le rendu d'un jeu à une résolution inférieure. Et puis le remettre en 4K, mais tout en gardant quand même des assez bons détails. En gros, c'est de l'upscale. Genre, on peut le mettre dans tous les sens qu'on veut, c'est de l'upscale, ok? C'est juste, on prend une image plus petite, on la remet en plus grande, on met un petit peu... on fait de la magie, hein? Et puis l'image est un petit peu plus nette, et du coup, c'est pas aussi bon que l'image que si on l'avait fait en 4K, par exemple, mais c'est quand même pas mal. Et du coup, Radeon Image Sharpening, c'est ça. C'est vraiment ça. La seule différence, c'est que déjà, les jeux n'ont... Genre, vous pouvez l'activer sur plus de jeux, techniquement, parce que les jeux n'ont pas vraiment besoin de rajouter le support à l'intérieur de... Genre, les développeurs ne doivent pas rajouter le support de ça dans leur jeu. C'est quelque chose que vous pouvez activer en dehors du jeu, dans les paramètres d'AMD. Donc, il y a beaucoup plus de jeux qui sont supportés. Et ça marche mieux. C'est un petit peu gênant pour Nvidia, mais en gros... ça prend, par exemple là il faisait un rendu à 78% de la résolution originale, donc c'était genre, le 4K c'est 3840 pixels par 2160, donc là c'était genre 2000 et des pixels sur 1000 et des pixels, et puis après il le remettait en 4K, et du coup le programme d'AMD, ou plutôt le code d'AMD ici, fait en sorte de augmenter la netteté de l'image aux endroits où c'est important de l'augmenter pour donner l'impression que c'est du 4K. Et comme vous pouvez le voir, genre, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo, ça marche hyper bien. Genre, ça marche vraiment bien. Alors, c'est pas juste, pour ceux qui se diraient, ah, c'est juste un effet de sharpening, parce que ça existe, hein. Vous pouvez faire des effets vidéo qui s'appellent sharpen, et c'est genre, ça rend l'image plus nette. Le seul problème, c'est que bien souvent, ça met en détail des défauts, surtout dans les jeux vidéo, ça met, genre, si vous avez une ligne électrique qui passe dans le ciel, par exemple, vous allez voir les pixels, vous allez voir des
des bouts de pixels, et genre, il faudra utiliser de l'anti-aliasing ou autre chose, mais là, techniquement, vous pouvez vraiment même pas l'utiliser parce que vous avez pris l'image et vous l'avez mis en plus grande, donc c'est votre faute. Mais bon, dans tous les cas, bah en fait, non, c'est intelligent ici. C'est genre, certaines parties seront plus augmentées au niveau de la netteté, et certaines parties où il ne faut pas l'augmenter, justement, où c'était fait exprès que ce soit un peu flou, ne seront pas augmentées. Donc, c'est un truc intelligent, en fait. Et ça marche plutôt bien. Franchement, ça marche plutôt bien. Comme ils ont pu le tester là, franchement, c'est vraiment convaincant. Donc, ouais, c'est ça pour ceux qui sont en mode... J'ai un écran 4K, mais j'ai pas l'argent pour une carte qui fait tourner du 4K, et que vous avez de l'argent pour une 5700 ou 5700 XT, ça peut vraiment valoir la peine, franchement. Donc ouais, très impressionné franchement par ça. Il y en avait aussi une autre, c'était anti-lag, et ça, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'en fait, Nvidia a sorti un truc similaire maintenant. Donc c'est des nouveaux drivers où ils ont réduit la latence dans beaucoup de jeux, dans certains jeux en réalité plutôt. Donc The Division 2 par exemple, Apex Legends, tout ça, ils ont réduit la latence donc c'est un truc que vous pouvez activer et ça réduit la latence du rendu du jeu. Donc ça permet de, en gros, d'afficher l'image un petit peu plus vite. Après évidemment, genre vous aurez une plus grosse upgrade si vous upgradez d'écran et que vous prenez un bon écran gaming. Là oui, vous aurez une meilleure upgrade au niveau du temps d'affichage, mais si vous avez déjà un très bon écran, que vous avez déjà un très bon PC, ça permet d'améliorer encore un petit peu plus. Mais du coup, en fait, AMD avait un petit peu la même chose, ça s'appelle anti-lag. Ça marche plutôt bien, c'est pas parfait, mais ça marche plutôt bien et ça permet en gros de justement réduire le input lag, donc le temps qu'il faut pour que l'image soit affichée à l'écran. Et bah, ça marche en fait, ça marche pas parfaitement partout, mais ça marche plutôt bien. Donc ouais, je trouvais ça intéressant de voir un petit peu le fait que y a deux technologies qui ont été faites pratiquement au même moment et qui vont dans le même sens chez les deux marques. Donc ouais, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Hein. Je veux dire, si vous avez une carte Nvidia ou une carte AMD, c'est une bonne chose pour tout le monde parce que moins d'input lag, ça veut dire une expérience de jeu qui est meilleure. Mais dites-vous que ça existe sur les deux plateformes et que aussi, du coup, le image sharpening ici de AMD, selon moi, de ce que j'ai vu, et j'ai pu tester le DLSS aussi plusieurs fois, et l'un des problèmes du DLSS, c'est que des fois, il paraît flou, en fait. Genre, c'est pas le meilleur upscale. Donc ici, là, on a une très bonne image. Donc voilà. Ensuite, on change totalement de registre de news, comme on le fait souvent de toute façon dans les Tech Show. Il y a un homme qui se fait attaquer en justice par YouTube pour avoir abusé du système de copyright. Et là, vous êtes en mode « Wow, attendez, YouTube fait quelque chose pour les YouTubeurs ?» Ouais. Alors, bon, c'est juste... Déjà, le truc, c'est un homme qui abusait vraiment du système de copyright. C'était pas une entreprise ou autre chose. Il faut le préciser parce que il y a encore des grosses entreprises qui exploitent le système de copyright. YouTube a toutefois quand même aussi fait quelque chose pour eux. C'est que maintenant, un problème avec YouTube, c'était que, par exemple, vous voyez, ma vidéo fait, là, je sais pas combien elle fait de temps, mais si je mets 5 secondes d'une musique copyrightée, eh bien, des fois, les ayants droit, ils venaient, tranquille, hein, et puis ils disaient, ok, tu as 5 secondes de notre musique, eh bien, en fait, on va strike l'entièreté de ta vidéo. Genre, on dit qu'en fait, tout nous appartient, parce que fuck it, on ne cherche pas plus loin. Et en fait, ils font ça parce que s'ils marquaient juste les 5 secondes, en tant que youtubeur, je pourrais aller dans l'éditeur YouTube et juste enlever ces 5 secondes et ça irait en fait. Mais ils font ça, comme ça, en fait, le youtubeur ne peut pas le faire parce qu'il doit enlever toute la vidéo. Et donc, ils gardent les revenus YouTube. Donc, le changement qu'ils ont fait récemment, c'est que en fait, ils ne pourront pas garder les revenus. Personne ne pourra, ils pourront plus monétiser en fait quelque chose qui utilise juste 5 secondes de son ou autre chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est une bonne chose, c'est un bon pas vers la bonne direction, mais il y a encore des choses à faire, hein, je tiens à le préciser. Maintenant, ici, c'est encore un autre cas. Donc c'était, oui, un homme qui abusait du système de copyright pour faire des strikes sur les gens. Et puis, il a envoyé des mails aux gens en mode « Hey, si vous voulez que les strikes soient retirés, payez-moi autant. » Donc, vous voyez, c'était vraiment quelqu'un qui l'exploitait, genre d'un point de vue criminel. Hein. Là, c'était juste clairement criminel. Et du coup, il se fait attaquer en justice. Et aussi, un truc
assez salaud, encore en plus. Donc si vous n'aimiez déjà pas cet homme, dites-vous que c'est encore pire, parce qu'en fait, il a utilisé les... Donc quand vous faites un strike à quelqu'un, et que la personne va le contester, forcément, si c'est un faux strike, il va le contester, il doit fournir ses informations. Il doit dire, ok, je m'appelle telle personne, j'habite à telle adresse et tout ça. Et du coup, ce mec a utilisé les informations personnelles d'une des personnes justement qu'il a striké pour le faire swatter. Donc le swatting, je pense que vous connaissez, c'est quand vous envoyez la police, les pompiers ou autre chose chez quelqu'un, alors qu'il n'y a rien en fait, pour juste foutre une très mauvaise journée, basiquement. Si vous connaissez Pierre, il a eu le cas avec les pompiers qui étaient venus en plein milieu de la nuit parce qu'ils ont été appelés pour une fuite de gaz. Évidemment, il n'y avait pas de fuite de gaz. Donc ouais, dans tous les cas, c'est salaud. Et j'espère que ce mec va le payer cher. Et aussi, ça permet à YouTube de mettre un précédent en justice et d'avancer un petit peu vers une situation où ce sera un peu plus facile, si vous avez des mauvais strikes ou autre chose, d'aller en justice parce qu'il y aura des précédents. Mais bon, dites-vous que c'est un cas facile pour YouTube ici. Je veux dire, ils vont gagner forcément. Ils ont une énorme équipe d'avocats. Le mec a clairement fait des trucs criminels ici, c'est de l'extorsion. Hein. Genre, il disait, je retire le strike si vous me donnez l'argent. Donc ouais, ça va pas être très compliqué. Ensuite, petite news au niveau d'Apple qui a enfin sorti et qui rend disponible sa Apple Card. Donc si vous ne savez pas, Apple, oui, s'est lancé dans le business de la carte de crédit. C'est en partenariat avec Goldman Sachs, qui est une banque que voilà. En général, les banques et les banquiers, je n'aime pas trop parce que, voilà. Suis-je le seul à ne pas trop aimer les banquiers? Je veux dire, j'ai du mal à faire confiance. Les vrais banquiers, pas les gens qui travaillent dans une banque, parce que, genre, c'est pas la même chose, selon moi. Un vrai full banquier, genre le mec qui dirige une banque. Parce que, je sais pas, j'ai du mal à apprécier quelqu'un qui aime autant l'argent. Même si ça peut être de très bonnes personnes, c'est juste bizarre des fois. Bref, donc voilà à quoi elle ressemble, justement. Donc c'est comme une carte de crédit traditionnelle, c'est juste que vous n'avez pas les numéros dessus. Donc ça me paraît d'ailleurs beaucoup plus sécurisé. Je sais pas pourquoi on ne fait pas ça à l'heure d'une tout numérique. On pourrait juste avoir les numéros de la carte, genre sur notre application où c'est verrouillé derrière quelque chose où on peut pas juste genre prendre la carte et littéralement lire ce qu'il y a dessus. Donc ça me semble être une bonne idée que certaines banques devraient genre utiliser, mais bon. Et du coup, vous avez aussi une puce, évidemment, donc vous pouvez la passer dans un appareil et juste entrer votre code, tout ça, de manière traditionnelle. Donc, c'est un hybride, en fait. Au final, ça reste assez similaire à une carte de crédit normale. Elle fonctionne assez pareil. Le taux aussi, les taux, quand vous payez tout ça, sont assez pareils. En fait, il n'y a pas une énorme différence. D'ailleurs, c'est une full carte de crédit. Hein. Vous voyez, vous pouvez genre rembourser petit à petit. Je sais bien que nous, en Belgique, genre, moi, la carte de crédit que j'ai, c'est je fais un paiement à la fin du mois, c'est repris sur mon compte, point, basta, voilà, c'est fini, quoi. Et il n'y a pas vraiment d'énormes intérêts qui sont payés, c'est genre surtout des frais de paiement, en fait. Donc là, c'est une vraie full carte de crédit à l'américaine où, genre, vous pouvez en prendre plusieurs, vous endetter et puis être largement dans une très mauvaise situation. Mais bon, bref. Du coup, dans tous les cas... Ah, d'ailleurs, ils ont mis Goodman Theater. J'ai cru que c'était Goldman Sachs ou autre chose, mais bon. Dans tous les cas, la vraie différence ici, c'est que genre, ça permet d'utiliser Apple Pay à des endroits où vous ne pouviez pas utiliser Apple Pay avant. Donc, les endroits où ils sont en mode « Ah non, non, vous ne pouvez pas payer par smartphone », vous sortez cette carte. Et en gros, basiquement, vous payez par smartphone parce que dès que vous payez avec, vous allez le voir dans l'application, c'est fait, tout ça. D'ailleurs, apparemment, les couleurs ici changent selon ce que vous avez payé. Au début, elle est blanche, et puis après, si vous payez quelque chose, elle change de couleur. Donc, voilà. Et voilà. Je trouve ça assez intéressant parce que Apple est quand même une compagnie qui fait des choses intéressantes, même si des fois, ils ont du mal à faire des choses plus intéressantes. Ils pourraient faire des choses encore plus intéressantes, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant de voir ce mouvement vers un marché totalement différent, quoi. C'est genre, c'est assez différent du reste. Après, ça reste en quelque sorte similaire, parce qu'avec Apple Pay et aussi l'App Store, Apple gère beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que vous ne le pensez. Du coup, ils ont beaucoup plus d'expérience qu'on pourrait le penser dans ce sujet-là. Donc, ça m'étonne pas vraiment. C'est vraiment fait ici pour juste... C'est fait en fait, oui, pour... garder les gens dans un écosystème et du coup, ils sont planqués. Enfin, ils sont planqués, ils sont bloqués. Donc, par exemple, si j'ai un iPhone, j'ai la Apple Card et tout ça,
même si les iPhones l'année d'après ou 2 ans plus tard deviennent vraiment, vraiment nuls, bah, si je veux changer, je dois changer ma carte, je dois changer ci, je dois changer ça. Et du coup, les gens sont en mode, oh, je dois changer trop de trucs, je vais rester avec mon iPhone. C'est justement ce qu'ils veulent, en fait. Donc, ouais. Après, il y a des choses plaisantes, des fois, à juste avoir un écosystème qui marche pleinement et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Pour certaines personnes, c'est une bonne chose. Hein. Il n'y a pas à dire. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas si étonnant, et je vous le dis, c'est pas une carte de crédit qui est si intéressante que ça. Elle est plutôt, apparemment, au niveau taux d'intérêt, tout ça, elle est plutôt classique. En fait, il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Et ensuite, une dernière petite news au niveau de Huawei qui repousse encore une fois son téléphone pliable. Ça devient aussi le cas, enfin, ça a été le cas avec Samsung qui a annulé le lancement et qui l'a reporté. Et vous avez au final un seul vrai téléphone pliable qui est sorti, c'est celui qu'on a vu à beaucoup de conventions, c'était le Royal Flex Pi, voilà. Et je commence à comprendre pourquoi peut-être ils l'ont retardé, parce que il est très similaire au Royal Flex Pi ici, parce qu'il se plie, genre l'écran reste à l'extérieur, et le problème, c'est que c'est pas hyper durable, c'est genre vraiment pas durable. Alors on le savait déjà parce que c'est des écrans en plastique, mais ouais, c'est vraiment pas durable. Du coup, je pense que la raison pour laquelle ils le repoussent, c'est parce que peut-être qu'ils ont des problèmes de durabilité avec justement le fait de l'ouvrir, de le refermer. Et puis peut-être qu'ils ont des problèmes qu'ils ont testés avec des employés qui leur mettent dans leur poche et qui mettent dans leur poche le téléphone. Et au bout d'une semaine, le truc est complètement griffé de partout parce que c'est du plastique et que ça se griffe très facilement. Donc ouais, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait des problèmes comme ça. Une chose est sûre, plus je regarde à ça, plus je me dis que l'alternative de Samsung est plus intelligente, avec le fait que l'écran se ferme et genre est protégé en partie en tout cas quand c'est fermé, et du coup ça évite d'avoir des problèmes de griffure ou autre chose. Et je pense que ouais, Huawei avait le modèle le plus beau qui existe franchement, mais je pense que Samsung aura le modèle le plus pratique. Après, une chose est sûre, c'est une nouvelle technologie, on est encore loin qu'elle soit bonne. C'est première génération. En général, les technologies intéressantes, ça devient bon à partir de la 3e génération, si ça se pète pas la gueule en tout cas. Donc, ouais, moi je dis, attendez d'ici 5-6 ans et on devra avoir quelque chose de meilleur. Et aussi, peut-être que quelqu'un va trouver une solution. La solution, en fait, ce serait d'avoir peut-être un plastique renforcé. Genre, essayer de créer une nouvelle forme de plastique qui est juste au moins légèrement un peu plus résistante. Pour information, vous avez l'échelle de dureté des matériaux qui est de 0 à 10. Le plastique est à 3. Par exemple, le Gorilla Glass que vous avez sur beaucoup d'écrans, il est à 6. Et le diamant est à 10, pour info. Et en gros, le principe derrière, c'est que vous pouvez griffer quelque chose avec... donc, si vous pouvez griffer quelque chose de niveau 6 avec quelque chose de niveau 7. Et aussi de niveau 6 techniquement. Mais ça va partir vraiment du niveau 7, vous allez le griffer totalement. Donc, c'est pour ça que pour griffer du diamant, il faut du diamant. Genre, c'est aussi simple que ça. Et ici, on parle de dureté du matériau. On parle pas de casser le matériau ou autre chose. On parle juste de le griffer, de faire des dégâts assez superficiels sur justement la surface du matériau. Du coup, actuellement, oui, 3 pour le plastique. Il me semble que métal, c'est à 5. Il me semble, oui, 5. Niveau 5 ou 4, je sais plus. Il me semble que c'est un niveau 5. Donc, c'est pour ça que le Gorilla Glass, par exemple, vous pouvez prendre un truc de métal, le passer dessus, vous n'allez pas le griffer. À part si vous commencez à mettre de la force, mais là, c'est différent. Vous rajoutez de la force, donc vous modifiez un petit peu l'équation. Mais bon, du coup, ouais, niveau 3, ça veut dire que tout peut le griffer pratiquement. Le plastique aussi peut le griffer. Vos clés dans votre poche peuvent le griffer. Les grains de sable aussi, un truc que les gens ne savent pas. Les grains de sable, il y a beaucoup de grains de sable, c'est des cristaux. Et du coup, ils sont au niveau de dureté 7 ou même 8, certains. Il me semble 8. Mais il y en a beaucoup qui sont au niveau 7. Ça veut dire qu'ils peuvent griffer aussi les écrans en verre trempé. Donc, ouais, vous n'êtes jamais vraiment à l'abri, même avec un écran trempé. Mais une chose est sûre... 3 niveaux de durabilité pour le plastique, ouais, il faut améliorer ça. Au moins aller jusqu'à... Si on va jusqu'à 4, déjà, le plastique ne pourra plus se faire griffer par d'autres plastiques, ce qui est déjà pas mal. Et il me semble... Alors, je sais plus, les ongles, par exemple, de vos mains, je sais plus à quel niveau de dureté ils sont, mais il me semble qu'ils sont quand même, genre, à plus que du plastique ou au même niveau que le plastique, ce qui est évidemment un problème, parce que, genre, si vous utilisez votre téléphone, si vous avez des ongles...
vous avez oublié de couper vos ongles, ça pourrait griffer l'écran littéralement. Donc bref, c'est beaucoup de problèmes avec ces téléphones malheureusement, malgré le fait que c'est genre, selon moi, une technologie vraiment du futur, mais juste pas assez résistant au niveau du plastique. Il nous faut du verre qui plie. Ouais, à mon avis, ce serait très compliqué. Si quelqu'un arrive à inventer un plastique semi-verre trempé qui plie, qui est de niveau 5 de résistance, là, je dis GG, franchement. Bref, dans tous les cas, on va rester là pour ce texte à ma chose, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain texte à ma chose. Je vous dis salut à tous!